Bonjour Jean-Claude Charrière et bienvenue dans B2B. Bonjour, merci. Nous vous recevons à un moment important, charnière même peut-on dire dans votre carrière, près de 38 ans ou après 38 ans à la tête de l'école de management de Genève, l'ESM, vous allez vous passer la main à votre fils Vivian, presque 4 décennies donc, et pourtant au début, à votre arrivée, l'école courait à la faillite. Alors vous allez nous expliquer les clés de son redressement et de votre réussite depuis. Puis je vous demanderai aussi si franchement, vous comptez vraiment partir à la retraite, vous retirez complètement des affaires. Mais avant, on va faire plus ample connaissance avec vous dans la partie portrait. Jean-Claude Charrière, je suis heureux de faire connaissance avec vous parce que dans la presse romande, on trouve beaucoup d'articles consacrés à votre école, mais à vous-même, pas tant que ça. En cherchant, j'avais quand même trouvé 2-3 éléments clés. Votre école, l'ESM, est à Genève, mais vous êtes vaudois, fils de vigneron vaudois. Votre père était propriétaire de vignes, votre mère, mère au foyer, mais vous revendiquez aussi votre protestantisme. Enfant, qu'est-ce que vous rêviez comme vie d'adulte? Comment est-ce que vous vous projetiez? Je crois qu'enfant, je ne me projetais pas. J'avais l'insouciance de l'enfance. Je ne me suis jamais soucié de ce qu'était le futur. C'est peut-être à partir de l'adolescence qu'on a des idées particulières. On aime les voitures, ça fait du bruit. Alors on se dit, je vais être ingénieur mécanicien, parce que comme ça, je pourrais régler des voitures, je pourrais conduire, ce sera formidable. Et puis le temps passe et finalement, on se retrouve sur les bancs de HEC à Lausanne, un peu par hasard, un peu à cause d'un frère aîné qui avait fait sciences politiques. Et puis voilà, c'était la même maison, mais j'étais plutôt orienté vers le business que... Et la vigne, vous y avez pensé? La vigne, j'y ai pensé parce que j'ai un frère, nous sommes 5, hein, c'est une fratrie de 5, ouais, avec une sœur qui est juste entre deux. Et celui qui me précède était vigneron-œnologue. Donc on avait même fait des tentatives auprès de notre père pour reprendre son domaine, etc. Il était trop jeune ou encore trop actif et finalement il n'avait pas tellement envie de lâcher les rênes. Oui, prendre ses fils, mais pas plus que cela. Et finalement, ben voilà, ça ne s'est pas fait. Et mon frère viticulteur œnologue, eh bien, s'est retrouvé à la cave de Marcelin, à Morges. Et puis il y a fait sa carrière et du bon vin. Et puis, pour ce qui est de mon avenir, moi, je me destinais après à la banque. J'avais promis à mon grand-père que je serais capitaine. L'armée n'a pas voulu de moi parce qu'on m'a convoqué un mois de juin, alors que je me mariais le 15 juin, je devais commencer l'armée le 16. Et on s'est un peu fâché et l'armée n'a plus voulu de moi ensuite. Donc, malheureusement pour mon grand-père, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Mais HEC, c'était une très bonne école à Lausanne, mais qui laissait du temps aux étudiants. Et en cheminant dans le Petit Chêne, je croise une connaissance, Monsieur Roche, pour le citer, qui était très impliqué dans le sport. Moi, j'ai toujours aimé le sport. Et qui me dit « Ah, Charrière, qu'est-ce que tu fais ?» Puis je lui dis « Charrière, je m'embête un petit peu, j'ai que 20 heures par semaine à HEC. » Il me dit « Mais si tu veux, j'ai du boulot pour toi. » Quel genre de travail? Tu peux venir donner des cours à l'école Lémania. Je dis « Ok, on verra bien. Je ne sais pas si je suis fait pour ça. » C'était quoi comme cours? D'économie Et puis, j'ai commencé à remplacer une jeune femme qui était malade, qui avait la grippe, dans un cours de français. Ah, donc rien à voir avec l'entreprise? Rien à voir. Il s'agissait de travailler. Oui. Et puis ensuite, alors, de fil en aiguille, parce que M. Roche s'occupait de la section commerciale de l'école Lémania, je me suis retrouvé dans les matières qui correspondaient plus aux compétences qu'on nous transmet, au savoir qu'on nous transmet en HEC. Et vous allez enseigner pendant à peu près 20 ans à l'école Lémania, c'est juste? Exact. C'est une passion pour la pédagogie qui est née comme ça de manière un peu inattendue? Inattendue parce que la liberté académique était un mot qui avait encore une valeur à l'époque. Et on pouvait se passer de suivre les cours et de fil en aiguille. J'ai eu jusqu'à 30 heures d'enseignement.
y compris le samedi, parce que ça fait il y a longtemps. Mais en parallèle des études? En parallèle des études. Et les études, je les faisais le soir. Il suffisait d'avoir acheté le polycopier, le bon polycopier, puis on pouvait s'en sortir. D'ailleurs, ça a mis quelque chose, une petite graine dans ma tête, cette affaire-là, pour la suite. Qu'est-ce qui vous plaisait tant dans l'enseignement? C'est la relation avec les jeunes. Ah, vous étiez déjà très jeune? Ah, mais j'étais plus que jeune. J'avais juste 20 ans. Presque leur âge, en fait. Alors j'ai eu, parce que j'ai enseigné au cours du soir aussi, où il y avait des adultes, où j'étais le gamin de l'équipe. Mais je pense que quelquefois, on a beau être le gamin, on est capable de faire passer des messages, quoi. Ouais. Je crois que vous avez aussi enseigné la littérature, l'histoire suisse. Alors, dans l'enseignement, ce qui me plaisait, c'était de construire les cours. Ensuite, les dispenser, parce que la relation avec les jeunes, c'est quelque chose qui est... c'est le carburant de la vie, quoi. Mais quand vous avez, pardon à ceux qui enseignent l'arithmétique par exemple, mais quand vous enseignez année après année l'arithmétique, la règle 2, 3... Ça se réinvente pas beaucoup, hein? Au bout d'un moment, vous avez le sentiment de tourner un peu en rond. Donc il y avait un moment dans l'histoire de l'Allemagne où, pour faire la maturité, à l'histoire, il y avait une question d'histoire générale et une question d'histoire suisse qui valait un tiers de la note finale. Et personne ne voulait enseigner l'histoire suisse parce que finalement, elle n'est peut-être pas intéressante à tout le monde, ou pour tout le monde. Mais finalement, moi, je me suis pris de passion pour cela. Puis j'ai monté un cours, et puis je l'ai dispensé un certain temps. Mais c'est vrai que parallèlement, je prenais des responsabilités administratives, donc mon enseignement ne faisait plus 30 heures par semaine. Il se résumait à quelques heures pour finalement aucune heure du tout, parce que je faisais plus que de l'organisation. On reviendra sur l'école après, comment vous êtes arrivé à l'ESM. Mais pour terminer, voilà, cette page se tourne pour vous. J'ai lu que vous comptez vous occuper du jardin, de la famille, et de faire des lectures. Est-ce que c'est vraiment ça votre objectif? Vous n'allez pas rester actif d'une manière ou d'une autre dans un conseil d'administration, une association, que sais-je? L'ESM est une société anonyme. Dont vous restez président, hein? Voilà, je demeure le président. Ça veut dire que j'ai encore une petite activité. L'ESM est une école doctorale et je vais conserver toute la partie doctorale. Vous restez propriétaire de l'école? Oui. Votre fils reprend une partie? Il va reprendre la totalité. Il y aura une transition. C'est en train de s'organiser comme cela. Pour le moment, il en est le directeur général. Ça m'a permis de lâcher tout l'opérationnel à la réserve du doctorat. Bien. Alors justement, on va en savoir davantage sur l'école ESM à Genève dans la partie entreprise. Dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur l'école. Alors, une école pas comme les autres, elle est privée, elle est centrée sur la pratique plutôt que la théorie. On va parler aussi de son avenir alors que vous vous apprêtez à la quitter. Pas compétent puisque vous restez président. On va aussi inévitablement parler de l'intelligence artificielle, comment elle bouleverse l'enseignement. Mais j'aimerais revenir un peu sur les débuts parce que c'est aussi peu raconté. L'école elle-même, elle a été créée en 1986 à Genève. C'était à l'époque l'émanation d'une université française privée. C'était sa deuxième entité. La première, c'était Avignon. Et puis voilà, il grandissait en Suisse, il voulait grandir ailleurs en Europe. Mais au bout de 2 ans, la santé financière n'est pas bonne. Et puis c'est l'école Lemania, on perçoit déjà le lien avec vous, qui vient un peu à sa rescousse. Mais de la rescousse par Lemania à vous, à la tête de l'ESM, comment ça s'est exactement passé? À l'époque, j'avais 40 ans. Enfin, environ. Et il se trouve que le conseil d'administration de Lemania m'avait toujours dit « bientôt vous aurez une direction » et tout cela. Et à 40 ans, lorsque la 3e génération de la famille du Pasquier est arrivée du Japon... la famille du Pasquier, c'est celle qui contrôlait Lemania. Tout à fait. Alors je suis allé trouver le nouveau directeur et lui dire « écoutez, ça fait longtemps qu'on me propose des choses. À 40 ans, c'est le moment... ou bien je dois partir parce que j'ai encore le temps de me faire un bout de carrière ailleurs. » Et l'ESM est tombé par miracle à ce moment-là. Et ça donnait l'occasion de me dire, vous pouvez être directeur, mais directeur de l'école Lemania à Genève que vous allez créer.
C'est ce que j'ai fait entre 86 et 88. J'ai développé l'école Lemania à Genève, qui est passée de 0 à 50 étudiants à peu près. Et mon patron m'avait dit alors, l'ESM, ce n'est pas pour vous, vous ne regardez pas cette chose-là. Et en décembre 88, il me dit, Monsieur Charrière, je suis un tout petit peu embarrassé parce qu'il y a plus que le feu à l'ESM. Est-ce que vous, malgré ce que je vous ai dit, vous seriez d'accord? Et quand on est jeune, on est d'accord pour tout lorsqu'il y a un défi formidable qui se présente à soi. Pourtant, quel défi? Vous avez peu d'expérience entrepreneuriale, l'école est en difficulté financière, donc il faut lui trouver un modèle rentable. Oui. Vous osez prendre le risque? Alors j'ose prendre le risque, c'est un risque, c'est fou lorsque on y repense plus tard, mais à 40 ans, on a de l'énergie, on en a à revendre, donc j'ai dit oui spontanément, sans réfléchir beaucoup plus longtemps. Le management, j'en avais déjà quand même pratiqué parce que j'étais devenu à Lemania le chef d'une des plus grandes sections, parce que comme tout avait été organisé par un militaire, on parlait de section, et une section où il y a eu jusqu'à 280 étudiants. Donc j'avais l'habitude, je participais au marketing, je participais aussi à des directions. J'étais devenu après, il y avait comme un triumvirat à l'école Lemania et j'étais le troisième. Donc ça ne me faisait pas peur de prendre la gestion d'une école parce que j'avais déjà senti les choses. Alors quelles décisions ont permis de redresser la barre financièrement? Alors il faut laisser à Lemania d'être venu là et d'avoir garanti. Parce que sinon, il y a des articles du Code des obligations qui auraient forcé à des choses désagréables. Et alors, ça m'a laissé les coudées franches et de reprendre une école qui avait été mise au niveau de l'université par une première directrice qui était issue de l'Université de Genève. Et puis, ensuite, de se retrouver déjà avec quelques intervenants qui avaient de la bouteille. Ce qui manquait, c'était les élèves. Parce que au démarrage, l'ESM a eu, je crois que la première volée, c'était 7 ou 8 étudiants. Et ces Français qui arrivaient d'Avignon avaient l'habitude d'ouvrir des subdeco où on démarre avec 60. Donc on était loin de l'objectif. Hein. Alors, à des années-lumière. Et pourquoi il y avait un tel écart avec l'objectif visé? Mais parce que le marché suisse, finalement, on n'ouvre pas une école et viennent tout de suite 80 étudiants. En France, les subdeco, ma foi, elles étaient montées par les chambres de commerce. Et les chambres de commerce, finalement, les entreprises jouaient le jeu, donc elles alimentaient. Et c'est pour ça qu'en France, ils ouvraient, ils démarraient une première promo avec 50, 60. Et c'était normal. À Genève, c'était un peu plus compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un lien avec Lemania aujourd'hui? Aucun. Aucun. Vous avez... Donc j'ai eu l'opportunité à un certain moment de racheter. Et je n'allais pas me priver de cela puisque... Pourquoi? Parce que l'école Lemania se trouvait gérée un peu particulièrement et les difficultés au niveau des liquidités pouvaient apparaître à certains moments. Et en plus, Lemania, c'est des Vaudois. ESM, c'était une société genevoise, car on est inscrit au Jésus. Vous êtes Vaudois, oui. Oui. Oui, mais on peut être Vaudois puis être à Genève sans trop de problèmes. Passer la Versoix sans difficulté, oui. Et là, comment est-ce que vous êtes devenu propriétaire? Comment est-ce que l'occasion s'est présentée? Elle s'est présentée en discussion avec la famille du Pasquier. Et puis voilà, ça s'est fait. Moi, j'avais gardé une très bonne relation avec Lausanne, même si l'ESM était très indépendante. C'était de ce groupe Lemania, c'était la seule entité totalement indépendante qui avait sa fiduciaire et son organisation. Donc, qui remontait un petit peu des marges, il y avait de la marge, et puis qui participait au conseil d'administration. C'était en quelle année, cette prise de contrôle? Ça fait... c'était en plein Covid. Donc 19-20. Ouais. Parlons de l'ESM un peu plus en détail. Je disais que ce n'était pas une école comme les autres. Elle met vraiment en avant la pratique. C'est ça qui la distingue. Et ça, on vous entend, c'est un peu ce que vous avez vu à HEC, dans votre formation vous-même. C'est que la théorie
c'est pas trop pour vous. Et puis il y a beaucoup de personnes, d'étudiants qui ont besoin de cette approche pratique. Alors il se trouve que lorsque j'étais à HEC, j'ai compris qu'on pouvait étudier tout seul. Avec le bon polycopier. Si on avait le bon polycopier, donc il fallait avoir l'information. Et pouvant étudier tout seul, ça demandait des sacrifices. Peut-être que lorsque les copains faisaient la fête, j'étais peut-être sur mes polycopiers, mais ça c'est un autre problème. Alors, lorsque je suis arrivé à l'ESM, j'ai eu la chance de trouver une école dont les fondateurs, Bretta et Schreppel, deux Avignonnais, avaient, puisqu'ils venaient de la Chambre de commerce, avaient orienté terrain cette école déjà. Et lorsque j'ai quand même observé l'ESM pendant 2 ans avant de prendre la direction, moi ça me plaisait beaucoup d'imaginer qu'on travaillait pour répondre à la demande du terrain, pas pour répondre à la demande d'un professeur qui a dispensé son cours durant toute l'année. Et en plus, quand on est un étudiant qui finalement doute de l'école ou ne l'aime pas parce que ce n'est pas le milieu qui lui convient, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'enseigner à des jeunes avec des gens d'entreprise, avec des gens de terrain, femmes ou hommes? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, en plus de cela, de les amener à développer des projets, à mettre en œuvre eux-mêmes? Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux quand on leur dit vous n'aurez pas de vacances d'été, vous allez vous trouver un stage en entreprise. Donc là, on se dit ça commence à devenir concret. Et tous ceux ou toutes celles qui ont pu être perdus dans l'enseignement public parce que, ou bien c'était qu'un numéro, ou bien c'était théorique, ou bien ça leur passait par-dessus la tête parce qu'ils rêvaient aux petits oiseaux. Mais finalement, quand ces gens arrivent à l'ESM, on leur dit attention, ici, vous n'allez pas apprendre par cœur le bouquin, mais vous allez vous retrousser les manches, et puis vous allez vous mettre au travail, mais comme vous travaillerez plus tard, quand vous serez formé et que vous entrez en entreprise. On vous fait sauter dans la piscine, mais on apprend comment nager quand même. Voilà. Il faut des manchons, il faut... Ils ont toute l'information, ils ont la panoplie d'outils. Donc, si c'est sauter dans la piscine la première fois, on leur a donné la bouée ou les manchons pour pas qu'ils coulent tout de suite. Mais on leur a appris à les utiliser, mais on va les faire utiliser. Combien d'étudiants à peu près formez-vous chaque année? Bon an, mal an, c'est 120 étudiants qui sont là. Alors, comme on les conserve 2 ans, chaque promo fait de l'ordre de 60. Le modèle économique de l'école, c'est quoi? C'est uniquement les frais d'écolage? Alors, nous sommes privés, 100% privés. Donc, le modèle économique, c'est que les étudiants contribuent à la vie de l'école en payant un écolage. Un diplôme, ça coûte combien chez vous? J'ai vu que selon, j'en ai vu certains, c'était 6-7 000 francs. C'est un prix moyen, ça, ou ça varie? Non, alors là, vous êtes dans des tarifs de formation continue. Chez nous, le bachelor prend 2 ans, parce qu'on a réussi à faire valoir pour les accréditeurs les stages en entreprise et les projets comme des éléments de formation. Donc c'est 2 ans au lieu de 3 dans le système classique. 2 ans au lieu de 3. Et c'est 2 années à 25 000 francs qui font 50 000. Et quand ils sont en master, ce sera des années à 30 000. Et ça, c'est un modèle économique qui tient. Vous avez besoin aussi peut-être de sponsors, d'entreprises qui viennent financer par ailleurs l'école? Non. On en aurait besoin, elles sont toutes les bienvenues. Mais en fait, on ne cherche pas à ce que les entreprises viennent financer quelque chose. On cherche à avoir une relation avec les entreprises pour que nos étudiants puissent développer des projets en partenariat avec les entreprises, qui puissent apporter leurs idées. Et ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Il y a un point que vous n'avez pas encore évoqué, c'est la langue. Le français est très important dans l'école. Vous avez créé un MBA en français, ce qui était à l'époque unique. Et vous avez aussi parlé du sport. J'ai relevé que dans les anciens élèves, il y a quelques stars, notamment de l'athlétisme. Je crois que Léa Spranger est passée par chez vous. Aussi un joueur de hockey comme Arnaud Jacquemet est passé par chez vous. Qu'est-ce qui fait que ces champions sont venus à l'ESM? Alors, les champions sont venus parce qu'il y a plus de 10 ans, on a créé un bachelor pour sportifs d'élite. Avec l'idée, non pas de les contraindre à faire de l'école et pas du sport, on leur dit, vous allez devenir champion parce que nous, on a besoin que vous soyez des champions. Par contre, un jour viendra où il y aura reconversion.
alors anticiper la reconversion en prenant des cours qui étaient planifiés le mardi, mercredi, jeudi, même pas toute la journée. Et alors ça durait plus longtemps que 2 ans pour arriver au bachelor. Ça peut même arriver qu'il y ait des étudiants qui sont restés 4 ans, 5 ans avec nous parce que le sport qu'ils pratiquaient, je me souviens d'un footballeur, Crétenant, qui était parti aux États-Unis et le championnat américain lui permettait de faire des semestres, mais uniquement c'était l'hiver. Et il a fallu aménager le programme. Donc vous avez cette souplesse de vous adapter Voilà, aux contraintes, aux besoins des élèves. Hein. Ouais. Ça fait et on est les seuls parce qu'on est suffisamment petits pour pouvoir s'occuper des uns et des autres en les connaissant, en sachant exactement ce qu'il faut. Parce que lorsque on va discuter avec des clubs, les clubs nous disent « Ah ouais, génial !» Et puis après, quand vient un championnat, ils oublient et puis ils font leur job, quoi. Ils essaient de devenir champions, mais ça les intéresse que moyennement. Sauf, et ça c'était le club d'Aïr, le foot féminin, on a réussi à développer un partenariat avec ces gens-là, et où ils offraient à leurs joueuses l'ESM plutôt que de leur donner des salaires mirobolants. Donc anticipant aussi leur carrière future après celle sportive. Donc ça, voilà comme sont arrivés les sportifs dans le cadre de l'ESM. Quel est le plus grand défi aujourd'hui pour faire venir une centaine d'étudiants chaque année? Parce que le nom est maintenant connu, installé, mais est-ce que ça reste un défi rentrée après rentrée? C'est un défi, c'est chaque année plus compliqué, plus difficile. Pourquoi plus compliqué? Parce qu'il y a Internet qui est arrivé là-dedans, et Microsoft avec, des Google et des autres qui proposent des formations. Et nous, on doit s'accrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, c'est l'essentiel de la formation, c'est la relation humaine. Ouais. Quelques mots sur ChatGPT, je l'ai évoqué tout à l'heure. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore enseigner à l'heure où ChatGPT peut devenir l'interlocuteur, en fait? Oui, mais vous voyez, il y a une suite tout à fait logique. Tout à l'heure, je disais, c'est les Microsoft, c'est Internet, où il y a des gens qui lancent des formations à tour de bras. ChatGPT va, en fait, remplacer mon polycopier. Et les jeunes, maintenant, ils savent pertinemment cela. Donc, on ne doit pas les laisser se noyer dans une facilité en se disant « Ouais, de toute façon, je vais faire mon travail à ChatGPT, puis je balancerai ça au prof et il ne verra rien du tout. » Donc, ce qui peut être le cas, parce que ce n'est pas aussi simple de parfois, ChatGPT hallucine, mais parfois, il fait les choses très bien. Mais donc, comment est-ce qu'on vérifie quand on est enseignant? Alors, c'est extraordinairement difficile. Alors, Dieu merci, dans la relation humaine, on connaît les gens. Puis on se dit « Mais comment a-t-il pu ?» Et puis après, en interrogeant, on se rend compte quand même des En interrogeant, vous voulez dire qu'on a un retour de l'examen oral, peut-être, qui est plus important que par le passé? Alors, ça, c'est inévitable. Inévitable que l'examen doit se faire différemment. Nous, on réfléchit à les laisser travailler avec Internet ouvert. Et puis, à d'autres moments, la copie très classique où, allez, vous prenez une feuille, puis vous dissertez sur tel sujet. À la main, avec le stylo. Bien sûr. Et puis, après, on doit aussi responsabiliser. Parce qu'il y aura toujours des étudiants qui tenteront d'être à la marge. Et ça me rappelle lorsque j'avais 25 ans et que je disais aux étudiants, écoutez, moi je déteste les tricheurs. Par contre, si parmi vous, il y en a un qui est le professionnel de la triche, que je n'y vois rien du tout, je lui tire mon chapeau. Mais attention, si je l'attrape, ça sera 0, et 0, ça peut être éliminatoire au bout de l'année. Ça veut dire qu'à l'ESM, même malgré les frais de décollage assez élevés, on peut échouer. Ce n'est pas une garantie de réussite. Non, ce n'est pas une garantie de réussite. Non, je pense que c'est... Il y a 20% des étudiants qui font une 3e année pour attraper des choses. On est presque au terme de l'émission. Encore quelques questions sur la suite pour l'entreprise. Je l'ai évoqué, c'est votre fils Vivian qui a repris, vous l'avez dit aussi, repris la direction générale. Ça s'est fait comment? Il l'a demandé? C'est vous qui l'avez convaincu de venir? Forcément que les parents ont posé la question. Et ça fait peut-être quelques années que je posais la question. Il a un frère aussi, hein? Et il a un frère, oui. Un frère qui
qui serait intéressé, mais il est trop artiste et trop impliqué dans son métier d'artiste pour s'occuper d'une école. Donc, et Vivian, il était compliqué de le Et Vivian, convaincre? lui, il a fait une formation comme moi, plutôt orientée finance. Il a travaillé dans l'industrie du bois pendant une vingtaine d'années. Puis il arrive à 40 ans et il s'est peut-être posé la question, il s'est peut-être dit, mais finalement, d'être indépendant, de travailler pour soi et puis de laisser mon père partir à la retraite un petit peu ou beaucoup, pourquoi pas. Et puis, on est dans ce moment charnière où vous avez dit, mais ChatGPT, on ne peut pas négliger cette chose-là. Et on ne peut pas négliger l'intelligence artificielle qui œuvre partout, on ne peut pas négliger la robotique, etc. On ne peut pas négliger les réseaux qui vont devenir les dictateurs de demain. Donc, il faut développer cette partie-là et pourquoi pas imaginer que dans 10 ans, l'école sera présente auprès des entreprises qui auront l'obligation de former leurs gens continuellement parce que tout va si vite. Je le disais, lorsqu'on sortait de nos études, on avait appris quelque chose qui valait pour un quart de siècle à peu près. Aujourd'hui, est-ce que ça vaut pour un quart de décennie? Un quart de décennie, ce serait pas mal. Merci Jean-Claude Carrière d'avoir répondu à notre invitation. Bon, alors bon vent pour la suite. Mais avant de nous quitter, terminons par notre questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? C'est d'être trop tolérant et d'accepter que les gens fassent des erreurs avant de les incendier. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Deviens ce que tu es.